Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qui fait couler pas mal d'encre et qui suscite une certaine inquiétude en France, la mexicanisation. Mhm. On imagine tout de suite les images chocs, hein, les cartels, la violence endémique, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment, ce terme, quand on regarde la situation française et même européenne? Oui, c'est vrai que le mot est chargé. Il renvoie à ce scénario un peu catastrophe, quoi. Oui. Celui où l'État serait complètement dépassé par des groupes criminels gavés d'argent sale, l'argent de la drogue. On a même entendu des magistrats, je crois à Marseille, parler de perdre la guerre. Oui, exactement. Des mots très forts. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est un fantasme un peu lointain ou est-ce que c'est une dynamique qui est déjà à l'œuvre chez nous? Et justement, accrochez-vous parce qu'on va voir que ce n'est pas juste une image ou une comparaison. Les sources qu'on a épluchées, elles montrent une présence très concrète et assez récente des grands cartels mexicains. Oui, Sur le sol européen et même en France, il y a eu des découvertes assez stupéfiantes, on peut dire. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, cette idée de mexicanisation, elle sort pas du nulle part. C'est pas juste une formule choc. non, non. Ça traduit une angoisse réelle face à une montée de la violence, une violence liée au narcotrafic qui semble changer de nature, monter d'un cran. C'est ça. On entend parler de narco-homicide, d'une violence décomplexée, C'est exactement ça. Alors, il faut quand même garder les ordres de grandeur en tête, hein. bien sûr. Au Mexique, les chiffres donnent le vertige. On parle de près de 450 000 morts liés au narcotrafic en 20 ans. C'est énorme. En France, on en est heureusement très très loin. On est autour de 400 décès par an liés à ce trafic ces 3 dernières années. Ce qui est déjà beaucoup, mais incomparable. Incomparable, voilà. Mais ce qui alerte vraiment les spécialistes, c'est l'apparition de modes opératoires qui rappellent l'Amérique latine. Ah oui, Oui, des règlements de compte ultra-violents en pleine rue, des enlèvements, on a même eu des cas de torture révélés à Marseille. la torture. Oui, sans parler de la mise en esclavage de mineurs, les fameux petits jobbers qu'on voit sur les points de deal. C'est cette qualité de la violence en fait, cette tendance qui inquiète. Ce changement qualitatif, d'accord. Et puis, il y a la dimension industrielle du trafic. Les chiffres sont fous. Ah oui, La police parle de 3000 points de deal en France. mhm, C'est plus que le nombre de McDo. c'est une bonne image ça. Et on estime que 250 000 personnes en vivent, directement ou indirectement. C'est l'équivalent des effectifs du secteur bancaire français. C'est colossal. Et les saisies, elles battent des records. 110 tonnes en 2024. Mais, et c'est ça qui est dingue, ça n'a quasiment aucun impact sur les prix dans la rue. C'est ça. Comme si c'était une goutte d'eau, Exactement. C'est comme écoper un océan à la petite cuillère. effectivement. Et cette puissance économique, euh, ça pose l'autre problème majeur de cette mexicanisation, entre guillemets. Lequel? C'est l'infiltration de l'économie légale et la corruption. Ah oui, On a eu des affaires récentes qui ont marqué les esprits quand même. comme celle de Marseille? Voilà cette histoire assez trouble à Marseille où la chef de la lutte anti-stupéfiants et son adjoint, ils ont été mis en examen pour la disparition de centaines de kilos de cocaïne. Incroyable. Ou en Normandie, cette adjointe au maire de Conteleu, condamnée pour complicité avec un réseau. Oui, j'ai suivi ça. Et déjà en 2022, la procureure de Paris, Laure Becchio, elle alertait dans Le Monde sur les risques de déstabilisation de l'état de droit. Hmm. Ça montre bien que le danger, il n'est pas seulement dans la rue, mais qu'il peut toucher les institutions elles-mêmes. D'accord. Donc ça, c'est, disons, les symptômes en France. Mais il y a un autre niveau de mexicanisation, peut-être moins visible, mais encore plus direct. Oui, C'est l'implantation des grands cartels mexicains eux-mêmes en Europe. exactement. Et là, l'affaire de Toulon en 2024, c'est un exemple assez frappant, non? Ah oui, très frappant. Le démantèlement d'un laboratoire de production de méthamphétamine. La MEF, ouais. Les gendarmes ont saisi 216 kilos sur place. La valeur est estimée à 6 millions d'euros. C'est énorme. Et ce qui est fou, c'est que la MEF, la drogue de Breaking Bad, pour faire simple, elle est normalement très peu répandue en France. C'est vrai, la méthamphétamine, c'est une drogue de synthèse redoutable, très addictive, avec des effets sanitaires catastrophiques. Hmm, En France, les saisies annuelles, ça dépasse rarement les 300 kilos. On est loin des tonnes de cannabis ou de cocaïne. d'accord. C'est surtout un fléau en Asie, produite dans le Triangle d'Or et sur le continent américain. Et là, c'est le Mexique qui est le principal producteur. Alors, qu'est-ce que cette découverte à Toulon a de si particulier, au-delà de la quantité saisie? Alors, ce qui est vraiment fascinant ici et qui marque un tournant, c'est l'origine des fabricants. Ah,
Les enquêteurs ont établi que les chimistes qui opéraient dans ce labo, ils avaient été envoyés directement du Mexique. Directement. Directement. Et pas par n'importe qui, par le cartel de Sinaloa. Le fameux Sinaloa. Oui, qu'on considère souvent comme le plus ancien, le plus puissant, le mieux structuré des cartels mexicains. Ces cocineros, les cuisiniers, comme on les appelle dans le milieu, Oui. ils étaient d'ailleurs déjà repartis au Mexique quand le labo a été découvert. Ah, d'accord. Et ça, c'est la première fois qu'on prouve aussi clairement une opération de production menée par un cartel mexicain majeur sur le sol français. La première fois en France. Oui, on avait déjà repéré des labos similaires et des chimistes mexicains aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne. Ok. Mais là, en France, c'est nouveau et c'est une étape supplémentaire quand même. C'est assez incroyable. On imagine les cartels qui gèrent le trafic depuis le Mexique, mais envoyer leurs propres techniciens en Europe, ça paraît contre-intuitif. Pourquoi ils prendraient ce risque? Et quel est l'avantage pour eux? Alors, il y a plusieurs raisons stratégiques très logiques derrière ça. La première, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire. Oui. Produire de la méthamphétamine de haute pureté, celle qui se présente sous forme de gros cristaux, très prisés et donc très rentable. La fameuse crystal meth. Voilà. Eh ben, c'est un art chimique complexe. Et les Mexicains sont passés maîtres là-dedans. Ils sont capables d'utiliser des précurseurs chimiques très variés. On parle même de production à partir de poivre noir. C'est fou ça. Ce niveau d'expertise, il se transmet pas facilement. Deuxième raison, la proximité. Logique. Produire au plus près des marchés de consommation européens, ça réduit considérablement les risques et les coûts liés au transport transatlantique. C'est une leçon que beaucoup d'industries, y compris criminelles, ont tirée des perturbations logistiques mondiales récentes, type Covid. D'accord. Et il y en a une troisième? Oui, une troisième raison, un peu plus technique. C'est le reconditionnement. Le reconditionnement. Oui. Pour transporter la cocaïne, par exemple, les cartels la dissimulent souvent. Ils la transforment chimiquement, elle peut être sous forme liquide, imprégnée dans des vêtements, du charbon de bois, des cartons. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Et à l'arrivée, il faut un chimiste expert qui connaît la clé chimique spécifique qui a été utilisée pour pouvoir récupérer la cocaïne pure. D'accord. Sans lui, la marchandise est inutilisable. Donc il faut aussi des chimistes pour cette étape-là. Et ces chimistes, ces cocinaires, on apprend dans les sources qu'ils ne sont pas forcément des barons du crime, hein. Ah non, souvent pas du tout. Ils sont plutôt en bas de l'échelle, payés pour leurs compétences, parfois même contraints, menacés. Oui, il y a même des récits assez glaçants de cartels qui financeraient des bourses d'études en chimie Sans blague. pour ensuite recruter de force les diplômés. C'est terrible. C'est machiavélique. À Toulon, on estime qu'ils auraient pu produire près de 400 kilos avant d'être découverts. C'est ça. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu cette arrestation aussi en juin 2025 à Saint-Ouen-l'Aumône, près de Paris. Oui. Un Colombien de 66 ans, lui aussi lié à Sinaloa, qui a été repéré grâce à la DEA américaine. Ça montre bien qu'il y a une présence organisée et durable qui s'installe. Ok. Pour comprendre cette organisation, il faut peut-être revenir à la base. C'est quoi exactement un cartel? Oui, c'est important. À l'origine, en économie, un cartel, c'est une entente. Une entente entre des entreprises ou des États, comme l'OPEP pour le pétrole. Oui. Le but, c'est de contrôler un marché, de fixer les prix, de sparterer les zones, pour maximiser les profits, en gros. D'accord. Eh bien, les cartels mexicains de la drogue, ils appliquent cette logique au crime organisé. Mettre en commun des ressources, définir des territoires, stabiliser le business. Et cette organisation criminelle, elle a des racines profondes dans l'histoire mexicaine, non? On lit souvent que la faiblesse historique de l'État dans certaines régions, Oui, l'exclusion économique de millions de personnes et même une certaine tradition de banditisme social. mhm, Des figures comme Jesus Malverde, le saint des narcos, ou même Pancho Villa, ça a créé un terreau favorable. tout à fait. C'est un contexte historique et social particulier. Et la drogue elle-même, elle arrive assez tôt au Mexique. Fin 19e siècle, le pavot à opium est introduit par des migrants chinois Ah oui, dans le futur triangle d'or mexicain. Sinaloa, Durango, Chihuahua. Et puis la marijuana arrive de Jamaïque. et tout ça près de la frontière américaine. Exactement. Et le moteur essentiel, ça a toujours été la demande constante du puissant voisin américain. La morphine pendant la Seconde Guerre mondiale, l'héroïne dans les années 60, puis l'explosion de la marijuana avec la contre-culture hippie. Les premiers groupes criminels mexicains se structurent dès les années 60 pour répondre à cette demande. Mais le grand basculement, c'est les années 70. Avec la cocaïne. Voilà, l'arrivée de la cocaïne colombienne. Les Colombiens cherchent des routes vers les États-Unis et les Mexicains, avec leur expertise de la frontière, deviennent leurs sous-traitants logistiques. Ils assurent le passage terrestre. C'est un peu l'histoire qu'on voit dans des séries comme Narcos, Mexico, non?
Ce passage de simples cultivateurs locaux à des acteurs logistiques internationaux. C'est exactement ça. Ils apprennent le métier en quelque sorte, et puis, dans les années 90, les grands cartels colombiens, Medellín, Cali, sont démantelés. Hmm. Et là, les Mexicains prennent la place. Ben oui, ils contrôlent déjà la route, ils connaissent le business, ils prennent tout simplement la place et deviennent les maîtres du jeu sur tout le continent américain. Ils ne sont plus seulement transporteurs, ils contrôlent toute la chaîne. Et aujourd'hui, le Mexique est devenu quoi dans ce paysage international? Aujourd'hui, le Mexique reste un producteur majeur de pavots et de cannabis, mais surtout, il est devenu l'épicentre mondial de la production de drogues de synthèse. La meth et le fentanyl? Principalement, oui. Et c'est cette évolution, cette maîtrise des drogues de synthèse qui explique en grande partie leur expansion globale actuelle, y compris vers l'Europe. Au Mexique même, leur puissance, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord un contrôle territorial quasi absolu dans certaines zones rurales, abandonnées par l'État. Ok. Ensuite, un marché intérieur de consommateurs qui est en croissance. Et bien sûr, l'énorme marché américain juste à côté. On estime qu'ils fournissent 70% des drogues qui y circulent. 70%, ouais. C'est énorme. L'ONU évalue les revenus mondiaux du trafic de drogue à quelques 250 milliards de dollars par an. C'est une économie parallèle gigantesque. Et une économie qui ne se limite plus seulement à la drogue, d'après ce qu'on lit. Ah non, plus du tout. Les sources insistent sur la diversification incroyable de ces groupes. Ils sont dans le trafic de migrants, les jeux clandestins, la prostitution, la piraterie maritime, C'est fou. les fraudes, on parle même de trafic d'organes, d'animaux exotiques, de cybercrime, et surtout l'extorsion généralisée qui touche toutes les couches de la société mexicaine. C'est devenu tentaculaire. Et le paysage s'est aussi complexifié, non? Avec la fameuse guerre contre la drogue lancée en 2006. Oui, ça a eu un effet pervers terrible. Ça a fragmenté les 6 grands cartels qui existaient à l'époque en des centaines de gangs plus petits. Plus petit mais plus violent. Souvent, oui. Encore plus violent et complètement incontrôlable. Le bilan de cette guerre, il est effroyable. Les 450 000 morts. Oui, 450 000 morts violentes et 70 000 disparus en près de 2 décennies. Le taux d'homicide au Mexique, il est 20 fois supérieur à celui de la France. 20 fois. Ces groupes agissent comme de véritables forces paramilitaires, avec une cruauté théâtrale mise en scène. Ils n'hésitent pas à diffuser des vidéos d'exécution sur les réseaux sociaux pour terroriser. C'est de la terreur pure. On parle de conflits de basse intensité, de narco-insurrection. Ils organisent même des narco-bloqueos. Ils paralysent des villes entières avec des barrages routiers. C'est une violence qui dépasse l'entendement européen. Et cette violence, elle s'accompagne d'une emprise plus insidieuse, c'est ça? Dans certaines zones, ils remplacent l'État? Carrément. Ils construisent des écoles, ils distribuent de l'aide aux pauvres, ils achètent une forme de légitimité sociale. Et ailleurs, c'est la corruption qui gangrène tout. L'exemple de ce ministre, Genaro Garcia Luna. Ah oui, c'est hallucinant. Le ministre chargé de la sécurité, l'architecte de la guerre aux narcos, Oui, il travaillait en fait main dans la main avec le cartel de Sinaloa. Ça donne une idée du niveau d'infiltration. c'est vertigineux. Et ça explique aussi comment leur influence déborde maintenant sur toute l'Amérique latine et comment ils cherchent de nouveaux débouchés, comme l'Europe. Et cette influence, elle n'est pas que criminelle ou économique, elle s'infiltre aussi dans la culture. C'est le phénomène des narcocorridos, c'est ça? Oui, c'est un aspect fascinant et assez troublant, effectivement. Les corridos, ce sont des ballades traditionnelles mexicaines, un genre musical très populaire, D'accord. et la narcoculture a complètement investi ce genre pour en faire sa propre bande-son. Des chansons qui racontent les exploits des trafiquants, qui glorifient la violence, l'argent facile. Et ça marche. Ah oui, ça cartonne. On voit ça avec des artistes comme Peso Pluma, qui vient de Guadalajara, berceau historique d'un grand cartel. Oui. Il cumule des milliards de vues sur YouTube, parfois plus que des stars planétaires comme Drake ou Taylor Swift. Et il a lui-même admis que certains de ses tubes étaient des commandes directes de Narcos. Des commandes, c'est fou. Un autre exemple, plus ancien, c'est le groupe Los Tucanes de Tijuana. Ils ont une chanson, El Balido de mi ganado, le bêlement de mon bétail. Ça a l'air innocent. En apparence. Mais dans le langage codé des narcos, les cornes de bouc dont parle la chanson, Oui. ça désigne les chargeurs courbes des Kalachnikov. C'est une menace déguisée en chanson folklorique. Incroyable. Et cette esthétique de la violence, de l'argent rapide, on la voit infusée aussi ici en Europe. Malheureusement, oui, on voit des échos dans certains courants musicaux, dans le rap français par exemple. C'est une autre facette, plus subtile peut-être, de cette mexicanisation, une influence culturelle.
Un écho culturel qui contraste violemment avec la brutalité des faits divers bien réels en France. L'évasion de Mohamed Amra en mai 2024 au péage d'Incarville. Ah oui, ça a choqué tout le monde. Une attaque de type militaire en plein jour, fusil d'assaut, 2 agents pénitentiaires tués. Et tout ça pour libérer un trafiquant considéré comme de niveau intermédiaire, même pas un gros bonnet. C'est ça qui est frappant. Et l'ironie tragique du calendrier, c'est que le même jour, il y avait des magistrats mexicains en visite à Paris, Oui, qui prévenaient leurs homologues français que la France était à un tournant critique. Ça fait froid dans le dos. oui. Et ce même 14 mai 2024, sortait un rapport sénatorial très médiatisé qui tirait la sonnette d'alarme. Il parlait d'un tsunami blanc de cocaïne qui submerge la France et l'Europe. Un tsunami blanc. Le rapport souligne que l'Europe est devenue le premier marché mondial pour la cocaïne sud-américaine. On absorberait 50 à 60% de la production. La moitié de la production mondiale. C'est énorme. On parle d'un marché européen annuel estimé entre 4 et 5 milliards d'euros. Rien que pour la cocaïne. Et la production a explosé, non? Elle a doublé en 5 ans. Et le nombre de consommateurs mondiaux est passé de 17 à 25 millions en 10 ans, dont 600 000 Français, usage régulier ou occasionnel. La France est clairement une pièce maîtresse de ce marché. Alors, qu'est-ce qui rend l'Europe si attractive pour ces cartels mexicains? On a parlé de la demande, mais il doit y avoir d'autres facteurs. Absolument. D'abord, une pression policière et judiciaire qui, malgré les efforts, est perçue comme moins intense, moins militarisée qu'aux États-Unis. Moins de guerre directe. Voilà. Ensuite, le marché européen était historiquement moins structuré par de grands groupes criminels dominants, comme aux US. Ça laissait de la place pour de nouveaux acteurs puissants comme les Mexicains. Ok. Et puis, il y a la position géographique de l'Europe. C'est stratégique, c'est une porte d'entrée idéale pour ensuite réexpédier la drogue vers d'autres marchés très lucratifs. Comme l'Asie. L'Asie, l'Océanie. On a appris par exemple qu'une partie de la meth produite à Toulon était destinée à la Nouvelle-Zélande. C'est un hub mondial, en fait. Et il y a la question des ports, évidemment. Le rapport sénatorial mentionne des trucs assez édifiants. Oui, Comme ce petit port de Radicatel, près du Havre, dont l'accès serait protégé par un simple digicode à 4 chiffres, changé 2 fois par an. c'est presque une caricature. Et au Havre même, le principal port à containers français, les sources parlent de tarifs de corruption qui peuvent monter jusqu'à 100 000 € pour faire sortir un container sensible. Avec la complicité d'un docker, oui. Quand on sait qu'on contrôle qu'une toute petite partie des millions de containers qui transitent, ça laisse imaginer les failles. Ces failles, elles sont exploitées, c'est sûr. Mais attention, le modèle d'implantation dominant des cartels mexicains en Europe, ce n'est pas celui d'une conquête militaire comme au Mexique, c'est plus subtil. Ah bon? C'est quoi alors? Il s'agit surtout de partenariats. Des partenariats avec la myriade de groupes criminels qui sont déjà présents en Europe. Les mafias italiennes, les réseaux des Balkans, les groupes néerlandais, français. Le marché européen est très fragmenté, hyper concurrentiel. D'accord. Et les Mexicains, ils apportent quoi dans ces partenariats? Ils apportent leur valeur ajoutée principale. D'abord, ils sont les fournisseurs quasi exclusifs de la cocaïne et des précurseurs pour les drogues de synthèse. Et surtout, ils sont les experts mondiaux du transport. La logistique. Exactement. La logistique complexe et risquée. Acheminer 1 kilo de cocaïne du Mexique en Europe, ça représente un coût et un savoir-faire énormes. On parle d'environ 15 000 € par kilo. C'est là qu'ils excellent. C'est leur cœur de métier historique, en fait. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'ils envoient leurs chimistes ici. Parce que produire les drogues de synthèse directement sur place, C'est moins risqué et moins cher que de les transporter finis depuis le Mexique. exactement. C'est une logique économique implacable. C'est un modèle d'affaires criminelles très sophistiqué, finalement. Et les menaces futures, elles pointent déjà le bout de leur nez. Malheureusement, oui. On apprend que la police allemande a repéré des sociétés écrans potentiellement liées au cartel qui importaient légalement des précurseurs chimiques Oui, pour fabriquer du fentanyl. Ce fentanyl qui fait des ravages aux USA, 100 000 morts par an, il commence à arriver ici. c'est une menace majeure. Et on parle aussi des nitazènes, C'est quoi ça? d'autres opioïdes de synthèse encore plus puissants que le fentanyl, jusqu'à 500 fois plus puissants que la morphine. Les trafiquants miseraient dessus pour l'avenir. Ça fait vraiment froid dans le dos. Bon, si on essaye de rassembler un peu les pièces du puzzle, cette mexicanisation dont on parle tant, c'est pas juste une image, une figure de style. Non, clairement pas. Ça correspond bien à une double réalité. D'un côté, une évolution très inquiétante de la violence liée au narcotrafic en France,
avec des méthodes plus dures, une infiltration économique et une corruption qui montent et qui touchent les institutions. C'est ça, les symptômes internes, disons. Et de l'autre côté, de manière plus directe, l'implantation opérationnelle des puissants cartels mexicains en Europe, qui agissent comme partenaires clés, comme experts en logistique et en chimie. Pour inonder le continent, notamment en cocaïne, dont les volumes sont sans précédent. C'est une présence active et stratégique. Tout à fait. Et face à cette double réalité, une des sources qu'on a consultées soulevait une question qui va bien au-delà de la simple réponse policière ou judiciaire. Ah oui, laquelle ? Elle suggérait que, pour espérer endiguer durablement ce phénomène, il faudrait peut-être s'attaquer à ses racines profondes, ici comme là-bas d'ailleurs. C'est-à-dire ? La misère, les inégalités criantes, le manque de perspective pour une partie de la jeunesse, toutes ces vulnérabilités sociales et économiques. Le terreau sur lequel tout ça prospère. Exactement. Ce combat contre les causes sociales et économiques qui paraît titanesque, voire impossible en Amérique latine. Il pourrait devenir une nécessité pressante ici aussi, en Europe, si on laisse se creuser ces failles dans lesquelles cette criminalité organisée s'engouffre et prospère si bien. C'est peut-être une piste de réflexion sur nos propres vulnérabilités. Une réflexion essentielle pour terminer, effectivement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration en profondeur avec nous. À bientôt!